Mon mari menait une double vie. J'ai découvert la seconde un mardi, en tenant un gâteau que j'avais préparé pour lui, le glaçage au citron encore tendre sous le film plastique. La trahison ne commence pas par un cri, mais par un silence, un vide glacial qui s'installe dans la poitrine, alors que le monde que vous pensiez connaître se fissure sous vos pieds. Devant ce bureau de sécurité, sous l'éclairage blanc et aseptisé du hall d'entrée, mon monde ne s'est pas seulement fissuré, il s'est effondré. Avant que je ne vous raconte tout, dites-moi dans les commentaires depuis où vous regardez. Et si vous aimez ce genre d'histoire, s'il vous plaît, aimez la vidéo et abonnez-vous. Cela m'aide à continuer de partager. Le gâteau était son préféré. 4 quarts au citron, la recette de ma mère. L'odeur d'agrumes et de beurre avait rempli ma cuisine 1 heure plus tôt. Une odeur de normalité, de 40 ans de petites attentions et de rituels partagés. J'avais râpé le zeste avec le même couteau que j'utilisais depuis notre mariage, mes mains connaissant chaque mouvement par cœur. C'était notre anniversaire de mariage la semaine suivante, et je voulais lui faire une petite surprise, un avant-goût des célébrations. Marc, mon Marc, travaillait si dur. C'est ce qu'il disait toujours. Les longues nuits au bureau, les week-ends sacrifiés pour son entreprise de construction, une entreprise que nous avions bâtie ensemble à partir de rien. J'avais géré les livres pendant les 20 premières années, nos rêves entremêlés dans des colonnes de chiffres et de factures. Aujourd'hui, il était le patron, avec un bureau au dernier étage de cette tour de verre et d'acier qui dominait la ville. Un symbole de notre succès. En conduisant vers le centre-ville, le gâteau posé précieusement sur le siège passager, je me sentais presque comme une jeune fille à nouveau, le cœur battant d'une excitation un peu sotte. J'imaginais son visage s'illuminer, le sourire fatigué mais tendre qu'il réservait pour moi. J'ai garé la voiture et suis entrée dans le hall. Le contraste avec ma cuisine chaleureuse était saisissant. Le marbre sous mes pieds était froid et impersonnel. L'air sentait le produit de nettoyage et l'ambition. Tout ici était conçu pour impressionner et intimider. L'agent de sécurité était assis derrière un bureau qui ressemblait à un bunker. Il avait un visage impassible, des yeux qui semblaient avoir tout vu et ne s'intéresser à rien. Je me suis approchée, mon sourire se sentant déplacé dans cet environnement stérile. « Bonjour, je viens voir Marc Dubois, au 20e étage. C'est une surprise. » Il n'a même pas levé les yeux de son écran. « Non ?» Je suis sa femme, Léna Dubois. Il a finalement levé la tête, un sourcil arqué. Son regard a balayé ma robe simple, le gâteau dans mes mains, et une lueur de… Quoi? Pitié? Amusement? A traversé ses yeux. C'est là qu'il a prononcé les mots qui ont tout changé. Entrée interdite aux personnes non autorisées. J'ai ri, un son nerveux. Oh, je vous assure, je suis autorisée, je suis son épouse. C'est alors qu'il a souri. Ce n'était pas un sourire aimable. C'était un sourire tranchant, plein d'une connaissance secrète qui m'excluait. Madame, je vois son épouse tous les jours. La voilà, elle sort. Mon souffle s'est bloqué. J'ai suivi son regard vers les portes tournantes. Une femme en sortait. Elle était grande, élégante dans un tailleur pantalon blanc, immaculé, qui devait coûter plus cher que ma voiture. Ses cheveux blonds étaient coiffés en un chignon parfait, et elle parlait dans son téléphone avec une assurance tranquille. Elle dégageait une aura de pouvoir, de quelqu'un qui avait l'habitude d'être à sa place. Elle est passée à côté de moi, sans un regard. Mais j'ai vu. J'ai vu le fin collier en or autour de son cou. C'était celui que j'avais offert à Marc pour son 50e anniversaire. Une pièce unique, avec une petite médaille gravée de nos initiales. Il m'avait dit qu'il l'avait perdue des mois plus tôt. Le monde s'est mis à tourner au ralenti. Le bruit du hall s'est estompé pour devenir un bourdonnement lointain. Je sentais le poids du gâteau dans mes mains, soudainement absurde et pathétique. Je suis restée figée, regardant la porte par laquelle elle avait disparu. L'agent de sécurité me dévisageait, attendant une réaction. Une explosion. Des larmes. Des cris. Mais rien de tout cela n'est venu. Dites-moi, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous hurlé votre douleur et votre rage au milieu de ce hall d'entreprise? Ou auriez-vous fait ce que j'ai fait? Une froideur s'est répandue en moi, éteignant le choc, le remplaçant par une clarté étrange et terrible. J'ai regardé l'agent, et pour la première fois,
je l'ai vraiment vu. Un homme qui s'ennuyait, savourant un petit drame pour pimenter sa journée. J'ai redressé les épaules. J'ai souri, un miroir de son propre sourire vide. Vous avez raison, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Je dois me tromper d'étage. J'ai fait demi-tour et suis sortie, sans me presser. Chaque pas était mesuré. J'ai marché jusqu'à la poubelle la plus proche et, sans une once d'hésitation, j'y ai déposé le gâteau au citron. Le bruit sourd du plastique heurtant le métal a été la seule chose qui a brisé le silence dans ma tête. Sur le chemin du retour, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement conduit, les mains serrées sur le volant. La maison, notre maison, avait l'air différente quand je suis rentrée. Chaque objet, chaque photo sur le mur semblait faire partie d'un décor de théâtre. Une vie mise en scène. La mallette de Marc était posée près de la porte d'entrée. Il l'avait oubliée dans sa hâte ce matin, ce qui était rare pour lui. Une impulsion m'a saisie. Je n'avais jamais fouillé dans ses affaires. Jamais. La confiance avait été le fondement de tout ce que nous avions. Mais la confiance était maintenant un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Mes doigts tremblaient légèrement en ouvrant les fermoirs en laiton. À l'intérieur, des dossiers, un ordinateur portable et une enveloppe en papier craft glissée dans une pochette latérale. Ce n'était pas un document de son entreprise. L'adresse de l'expéditeur était celle d'une agence immobilière d'un quartier de l'autre côté de la ville, un endroit où nous n'allions jamais. Je l'ai ouverte. C'était un contrat de location. Un bail pour un appartement de 2 chambres, signé il y a 6 mois. Mais ce n'était pas le nom de Marc qui figurait sur le contrat. C'était le sien, associé à celui d'une autre femme, la femme au tailleur blanc. Son nom était Chloé. Le document est tombé de mes mains. Il ne s'agissait pas seulement d'une maîtresse qu'il cachait, il s'agissait d'un foyer, d'une adresse, d'une vie entière, parallèle à la mienne, construite dans l'ombre, et entre mes mains, je tenais la clé de cette vie secrète. J'ai besoin de plus d'espace en ce moment, Léna. Juste pour réfléchir. Marc m'avait dit ça il y a environ 1 mois, un soir où il était rentré tard, l'odeur de la pluie sur son manteau. À l'époque, j'avais hoché la tête, j'avais mis sa fatigue sur le compte du travail, de la pression. J'avais pensé que l'espace dont il parlait était mental, un refuge dans son esprit contre les soucis du monde des affaires. Maintenant, en regardant le contrat de location posé sur la table de la cuisine, ces mots me revenaient comme une confession tardive, un écho moqueur de ma propre naïveté. L'espace qu'il voulait avait une adresse. Il avait des murs, des fenêtres et une autre femme pour le remplir. Le silence dans la maison était une chose vivante. J'ai remis le contrat dans la mallette et l'ai refermé, le clic des fermoirs résonnant dans la pièce comme un coup de feu. Chaque son était amplifié, porteur d'une nouvelle signification. Le tic-tac régulier de l'horloge de mon grand-père dans le couloir ne marquait plus le passage du temps. Il égrenait les secondes de ma vie d'avant, une vie qui n'existait plus. Le bourdonnement grave du réfrigérateur semblait murmurer des secrets que j'étais la dernière à connaître. Je suis montée à l'étage, mes pas faisant craquer une lame de parquet que Marc avait promis de réparer depuis des années. Notre chambre. Tout était exactement comme je l'avais laissé ce matin. Le lit fait avec une précision militaire, le livre qu'il lisait posé sur sa table de chevet, un rayon de soleil de fin d'après-midi, filtrant à travers les rideaux. Mais une terreur sourde s'était infiltrée dans l'air. J'ai pris une photo encadrée sur la commode. C'était nous, il y a 20 ans, en vacances en Italie. Nous étions jeunes, riant aux éclats devant une fontaine, nos bras l'un autour de l'autre. Était-il déjà en train de jouer un rôle? Chaque souvenir heureux était désormais une scène de crime potentiel. Chaque sourire une preuve de sa duplicité. Mon téléphone a vibré sur la commode, me faisant sursauter. C'était notre fils, Antoine. J'ai pris une grande inspiration, composant mon visage et ma voix avant de répondre. « Maman, ça va ?» Sa voix était chaude, pleine d'une affection sincère qui m'a presque brisé le cœur. « Oui, mon chéri, tout va bien. Et toi ?»« Ça va bien. Juste un petit appel pour prendre des nouvelles. Papa n'est pas trop stressé par le travail ? » Comment répondre à ça? Comment dire à mon fils que son père, son héros, était un menteur? Non, tu connais ton père, il gère. Ma voix était un peu trop maîtrisée, un peu trop calme, mais Antoine n'a rien remarqué.
Nous avons parlé de choses et d'autres, de sa femme, de mes petits-enfants. Chaque mot de normalité était une torture. Raccrocher a été un soulagement et une nouvelle vague de solitude. J'étais seule sur cette île de trahison. Après cet appel, quelque chose a changé en moi. La douleur s'est cristallisée en une détermination froide. Je ne pouvais pas le confronter. Pas encore. Ce serait ma parole contre la sienne. Et il était un menteur si doué qu'il me ferait probablement douter de ma propre santé mentale. Non, j'avais besoin de preuves. J'avais besoin de comprendre l'ampleur du mensonge. J'ai regardé à nouveau l'adresse sur l'enveloppe que j'avais mémorisée. Il fallait que j'y aille. Il fallait que je voie cet espace de mes propres yeux. J'avais une semaine avant notre anniversaire. Une semaine pour comprendre l'homme avec qui je dormais depuis 40 ans. Avez-vous déjà regardé quelqu'un que vous aimez et réalisé que vous regardiez un étranger? C'est le sentiment le plus solitaire au monde. Le bruit de sa voiture dans l'allée m'a arraché à mes pensées. Mon cœur a martelé contre mes côtes. J'ai couru en bas, j'ai remis l'enveloppe exactement où je l'avais trouvée et j'ai fermé la mallette. Je me suis retournée juste au moment où il entrait, un sourire fatigué sur le visage. Salut, mon amour. Il s'est approché et a déposé un baiser sur ma joue. Son contact m'a fait l'effet d'une brûlure de glace. J'ai senti l'odeur de son eau de Cologne habituelle. Mais en dessous, il y avait un parfum floral subtil que je ne connaissais pas. Le parfum de Chloé. J'ai réussi à sourire. Dure journée? La routine, a-t-il dit en desserrant sa cravate. Il avait l'air si normal. Si mien. C'était la chose la plus monstrueuse. Il a dîné, a parlé de contrats et de problèmes d'employés, et j'ai joué mon rôle, posant les bonnes questions, hochant la tête au bon moment, mon esprit à des kilomètres de là, dans un appartement de l'autre côté de la ville. Après le dîner, il a dit « Je dois passer un appel rapide pour le travail. Je monte au bureau. » Il m'a embrassé à nouveau et est monté. Je suis restée immobile dans la cuisine, écoutant ses pas sur l'escalier, puis le son de la porte de son bureau se fermant doucement. Une nouvelle impulsion, plus sombre et plus forte que la première, m'a guidée. Silencieuse comme une ombre, je l'ai suivie. Je me suis arrêtée devant la porte, mon oreille pressée contre le bois froid. Sa voix était étouffée, mais je pouvais l'entendre. Et ce n'était pas sa voix de travail, nette et autoritaire. C'était une voix douce, intime, une voix que je n'avais pas entendue depuis des années. C'était la voix d'un homme amoureux. Et puis, j'ai entendu les mots qui ont transformé la fissure dans mon cœur en un abîme béant. Ne t'inquiète pas, Chloé, mon amour. Plus qu'une semaine. Après l'anniversaire, je dirai tout à Léna. Il est temps pour nous de commencer notre vraie vie. Je me souviens du jour où Marc m'a donné la clé de notre premier appartement. C'était une simple clé en laiton, déjà usée, mais elle semblait lourde de promesses dans la paume de ma main. Il avait refermé mes doigts dessus et m'avait dit « C'est chez nous, Léna, le début de tout. » Cette nuit-là, allongée à côté de lui dans le silence de notre chambre, son souffle régulier et paisible, je n'arrêtais pas de penser à cette vieille clé. Comment un symbole de confiance absolue pouvait-il, au fil des ans, se transformer en son contraire? L'homme à côté de moi avait une autre clé, une autre porte, une autre vie, et le son de sa respiration, autrefois rassurant, était devenu le rythme d'un compte à rebours marquant la fin de la mienne. Comment pleurer un mariage alors que l'homme est encore endormi à côté de vous, son souffle chaud sur l'oreiller? On ne peut pas. On se tait. On attend. Et on planifie. À l'aube, alors que les premiers rayons de lumière grise filtraient à travers les rideaux, ma décision était prise. Sa promesse à Chloé, après l'anniversaire, était devenue ma date butoir. Je ne serais pas une victime attendant passivement son sort. Je devais entrer dans cet appartement. Le matin s'est déroulé dans une brume de fausse normalité. J'ai préparé le café, son amertume dans ma bouche, se mêlant au goût de la trahison. Marc s'est rasé, a noué sa cravate, m'a parlé d'une réunion importante. J'ai hoché la tête, j'ai souri. Pendant qu'il était sous la douche, le bruit de l'eau couvrant mes mouvements, je me suis dirigée vers la chaise où il avait jeté son pantalon la veille. Son trousseau de clés était dans la poche. Mes doigts tremblaient en touchant le métal froid. Il y avait la clé de la maison, celle de la voiture, celle de son bureau, et une autre. Une clé moderne,
avec une tête en plastique noir, d'une marque que je ne reconnaissais pas. Je l'ai détaché de l'anneau avec des gestes précis et rapides, mon cœur battant si fort que j'avais peur qu'il l'entende malgré le bruit de l'eau. J'ai glissé la clé dans ma poche. Elle était froide contre ma peau. J'ai attendu qu'il parte, lui souhaitant une bonne journée avec un baiser qui avait le goût des cendres. Puis, j'ai agi. J'ai conduit jusqu'à un quartier de l'autre côté de la ville, où personne ne me connaîtrait. J'ai trouvé un serrurier dans une petite rue sombre, un homme âgé aux mains rugueuses et tachées d'huile. Il a pris la clé sans poser de questions et s'est mis au travail. Le grincement de la machine à tailler le métal était le son de ma nouvelle vie qui se forgeait. Il m'a tendu le double. La nouvelle clé était brillante, ses bords encore acérés. En la touchant, je me suis sentie armée. Je suis ensuite allée à l'adresse indiquée sur le bail. C'était un immeuble de standing, avec de grands balcons en verre et une entrée sécurisée. J'ai garé ma voiture de l'autre côté de la rue, le cœur battant à tout rompre. Je suis restée là pendant près d'une heure, à regarder, à attendre. Personne n'est entré, ni sorti. Finalement, j'ai rassemblé mon courage. Chaque pas pour traverser la rue était un effort. Ma main était moite en sortant la clé de ma poche. J'ai regardé autour de moi. Puis j'ai inséré la clé dans la serrure de la porte principale de l'immeuble. Un clic. Elle s'est ouverte. J'étais à l'intérieur. L'appartement était au 3e étage. Numéro 3B. La porte était d'un blanc anonyme. J'ai écouté, mais je n'ai entendu aucun bruit. J'ai glissé la clé dans la serrure. Elle a tourné sans effort. J'ai poussé la porte et suis entrée dans le sanctuaire de leurs mensonges. L'air à l'intérieur sentait le propre, le neuf et un léger parfum de gardénia. Ce n'était pas une garçonnière sordide. C'était un foyer. Le salon était baigné de lumière, décoré dans des tons de gris et de blanc, avec un grand canapé confortable et une épaisse couverture en cachemire négligemment jetée dessus. J'ai effleuré le tissu doux. Il était encore chaud, comme si quelqu'un venait de se lever. Mon regard a été attiré par les cadres sur le mur. Mon estomac s'est noué. Ce n'étaient pas des œuvres d'art abstraites, c'étaient des photos de Marc et Chloé. En vacances à la mer, riant, bronzés. À une fête, habillés en tenue de soirée, un verre de champagne à la main. Sur un canapé, enlacé, l'air parfaitement heureux. C'était une vie entière que j'ignorais, exposée en haute définition sur les murs de mon propre enfer personnel. Je me suis sentie comme un fantôme, hantant la vie de quelqu'un d'autre. J'ai erré dans l'appartement, touchant les objets du bout des doigts, la surface lisse d'une table, la couverture d'un livre, sur la table de chevet. C'est à ce moment-là que j'ai entendu le bruit. Un bruit qui a glacé le sang dans mes veines, le son d'une clé tournant dans la serrure de la porte d'entrée. La panique m'a submergée. Il n'y avait nulle part où aller. J'ai couru sans réfléchir vers la première porte que j'ai vue, un petit placard de rangement près de l'entrée, et je me suis glissée à l'intérieur, tirant la porte jusqu'à laisser une minuscule fente pour voir. Mon souffle était coupé. La porte de l'appartement s'est ouverte. Mon cœur s'est arrêté. Je m'attendais à voir Marc ou Chloé. Mais la personne qui est entrée n'était ni l'un ni l'autre. C'était mon fils, Antoine. Il tenait un sac de courses à la main. Il est entré non pas comme un visiteur, mais comme quelqu'un d'habitué au lieu. Il a posé le sac sur le comptoir de la cuisine et a appelé d'une voix claire et joyeuse, une voix qui a transpercé mon âme. « Papa ? Chloé ? J'ai apporté le vin que vous vouliez pour ce soir. » Dans l'obscurité suffocante du placard, le monde s'est réduit à la fente de lumière et à la voix de mon fils. Un secret que je n'aurais jamais pu imaginer, même dans mes pires cauchemars, venait de faire surface, non pas comme une vague, mais comme un tsunami qui anéantissait tout sur son passage. Mon fils, mon Antoine, était leur complice. Le petit garçon à qui j'avais appris à faire ses lacets était maintenant un homme qui aidait son père à défaire les liens de notre mariage. Depuis ma cachette, je pouvais voir des fragments de cette nouvelle réalité. Je voyais ses chaussures, les mêmes que je lui avais offertes pour son anniversaire, posées sur le parquet d'un appartement qui n'aurait jamais dû exister. Je le voyais se déplacer dans la cuisine avec une aisance familière, ouvrant le réfrigérateur pour y ranger la bouteille de vin. Il était chez lui ici. Le voir si à l'aise dans le décor de ma destruction était une forme de torture visuelle que je n'oublierai jamais. Chaque geste normal de sa part était une nouvelle entaille dans mon cœur. Il a sorti son téléphone et j'ai entendu sa voix,
plus proche maintenant. Papa? Je suis là. Je descends juste chercher du pain à la boulangerie d'en bas. Je reviens tout de suite. C'était ma chance. La seule. J'ai attendu, retenant ma respiration, mon corps entier tendu comme une corde. J'ai entendu ses pas, le bruit de la porte qui s'ouvre, puis qui se ferme, le silence. J'ai compté jusqu'à 10, chaque seconde s'étirant en une éternité. Puis, j'ai poussé la porte du placard et je me suis glissé dehors. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas jeté un dernier coup d'œil aux photos sur le mur. J'ai traversé l'appartement en flottant, mes pieds ne touchant à peine le sol. J'ai ouvert la porte, suis sorti dans le couloir et l'ai refermée derrière moi sans faire le moindre bruit. Le trajet du retour a été un brouillard. Je ne me souviens pas des rues que j'ai prises, ni des feux auxquels je me suis arrêté. Le choc initial s'était dissipé pour laisser place à un chagrin si profond, si lourd, qu'il me coupait le souffle. J'ai dû me garer sur le bas-côté d'une route de campagne, incapable de voir à travers le voile qui obscurcissait ma vue, bien que mes yeux fussent nus secs. Il n'y avait pas de larmes, juste un vide immense. La trahison d'un mari est une chose, mais la trahison d'un enfant, c'est une amputation de l'âme. On dit que l'amour d'une mère est inconditionnel. Mais que se passe-t-il lorsque la trahison de l'enfant est absolue? Y a-t-il une limite? Avais-je élevé un monstre? Ou l'avais-je tellement mal aimé qu'il avait pu me faire ça? Les questions tournaient en boucle dans ma tête, chacune plus douloureuse que la précédente. Quand je suis finalement rentrée, la maison était silencieuse. Mais ce n'était plus le silence menaçant de la veille. C'était le silence d'une tombe. Je suis montée directement dans l'ancienne chambre d'Antoine. Rien n'avait bougé depuis son départ à l'université. Ses livres, ses trophées de football, tout était là. Des reliques d'un garçon qui n'existait peut-être plus. Pourquoi? J'avais besoin de comprendre pourquoi. La loyauté envers son père ne pouvait pas tout expliquer. Il y avait forcément autre chose. Poussée par une intuition désespérée, j'ai commencé à chercher. Je ne savais pas quoi, mais je savais que je devais le faire. J'ai ouvert les tiroirs de son vieux bureau, passant mes doigts sur des cahiers d'école et de vieux dessins. Et puis, au fond du tiroir du bas, caché sous une pile de photos de classe, j'ai trouvé un dossier. Il n'était pas vieux. Il était récent. Mon nom n'était pas dessus. Le nom était celui d'une société. Projet Avenir Consulting. Je n'avais jamais entendu ce nom. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires. Des relevés pour cette société écran. Mes yeux ont parcouru les colonnes de chiffres. Et c'est là que j'ai vu. Des virements mensuels. Des virements importants provenant du compte principal de l'entreprise de marque. Chaque mois, depuis presque 2 ans, une somme considérable était transférée à Projet Avenir Consulting. Et le seul signataire du compte de cette société, le seul bénéficiaire, était mon fils, Antoine Dubois. Mon souffle s'est coupé. Ce n'était pas seulement une question de loyauté tordue. C'était un arrangement financier. Une conspiration. Mon fils n'était pas seulement un complice silencieux dans la destruction de ma vie. Il était payé pour m'effacer. Il y a des trahisons du cœur. Et puis, il y a des trahisons de l'âme. Celle de mon mari était la première. Une blessure profonde qui saignait de chagrin et de souvenirs brisés. Celle de mon fils était la seconde. Et c'était un poison qui a gelé le sang dans mes veines, arrêtant net le flot de la douleur pour la remplacer par quelque chose de plus dur, de plus froid. L'argent. Ce n'était même pas l'argent lui-même, mais ce qu'il représentait, le calcul, la préméditation. Antoine n'avait pas simplement choisi le camp de son père. Il avait négocié les termes de sa défection. Assise par terre dans la chambre de son enfance, le seul son était le froissement des relevés bancaires entre mes doigts. Ce bruissement de papier était plus assourdissant que n'importe quel cri de rage. C'était le son de 40 ans de ma vie, réduit à une transaction commerciale. Le son de l'amour maternel, monnayé. Les larmes étaient finies. Le deuil était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. J'ai ramassé les documents, je suis descendue dans le bureau que Marc et moi partagions autrefois, et j'ai allumé le scanner. Le ronronnement de la machine et la lumière vive balayant la page étaient les premiers grondements de ma propre guerre. Un par un, j'ai numérisé chaque relevé, chaque virement, chaque preuve de leur conspiration. J'ai tout sauvegardé sur une petite clé USB que j'ai ensuite cachée au fond de ma boîte à bijoux, un secret de métal froid parmi les perles chaudes
et les souvenirs d'or. J'ai ensuite remonté les documents originaux et les ai remis exactement là où je les avais trouvés, sous les vieilles photos de classe, dans le tiroir du bas. Ma maison était devenue un territoire ennemi et j'étais devenue une espionne. Quand l'amour est mort et que la confiance n'est plus qu'une ruine, que reste-t-il? Pour moi, il restait l'arithmétique. Simple, froide et vengeresse. Je pensais à l'entreprise que nous avions construite. Je me souvenais des nuits blanches, des hypothèques sur la maison, des sacrifices. J'avais été la première investisseuse, la première employée, la partenaire silencieuse de chaque succès. L'argent que Marc siphonnait n'était pas seulement à lui. C'était le mien. Ce n'était plus une affaire de cœur. C'était un vol. Ce soir-là, j'ai entendu leur voix en bas. Marc et Antoine, rentrés ensemble. Ils riaient de quelque chose. J'ai fermé les yeux un instant, puis je me suis regardée dans le miroir. J'ai lissé mes cheveux, j'ai composé mon visage en un masque de douce fatigue. Je suis descendue. « Vous voilà », ai-je dit avec un sourire. « Bonne journée ?» Antoine m'a embrassé sur la joue. Son contact m'a révulsée, mais je n'ai pas bronché. « Oui, maman, très productive. On a finalisé le projet Martin. »« Merveilleux », ai-je répondu, ma voix égale. Ils ont continué à parler de leur journée, un tissu de mensonges et de demi-vérités. Et pour la première fois, je leur ai menti en retour, hochant la tête, souriant, jouant le rôle de l'épouse et de la mère dévouée et ignorante. Nous étions 3 acteurs sur une scène, mais maintenant, je connaissais le script. Le lendemain matin, j'ai attendu que la maison soit vide. Le silence qui s'est installé après leur départ était mon allié. Je savais ce que je devais faire. Un avocat en divorce ne suffirait pas. Marc était trop malin. Il avait passé des années à construire cette forteresse financière. Il fallait quelqu'un qui puisse la démolir brique par brique. Je me suis souvenu d'un nom, mentionné il y a des années lors d'un dîner d'affaires. Un nom prononcé à voix basse, avec un mélange de crainte et de respect. Un comptable judiciaire. Un homme réputé pour être un prédateur silencieux dans le monde des chiffres. Un homme qui trouvait l'argent que personne d'autre ne pouvait trouver. J'ai trouvé son numéro en ligne. J'ai composé, le son de la tonalité semblant résonner dans toute la maison vide. Une voix de femme, nette et professionnelle, a répondu. « Cabinet de Monsieur Renaud. Bonjour. » J'ai pris une inspiration, mon regard fixé sur le jardin à travers la fenêtre. Ma voix, quand elle est sortie, était celle d'une autre femme. Une femme que je ne connaissais pas, mais que j'apprenais à devenir. Elle était calme, elle était froide, elle était sans pitié. « Bonjour, je m'appelle Léna Dubois. Je souhaite prendre rendez-vous avec Monsieur Renaud. Je dois l'engager pour enquêter sur l'entreprise de mon mari. Je crois qu'il l'utilise pour m'escroquer, avec l'aide de mon fils. » Dire toute la vérité à un inconnu est une expérience étrange. Les mots, une fois prononcés à voix haute dans l'air stérile d'un bureau d'avocat, perdent leur charge émotionnelle brute pour devenir des faits, des éléments d'un dossier. Assise dans la salle d'attente du cabinet de Monsieur Renaud, j'ai répété l'histoire dans ma tête, non pas comme le récit de mon cœur brisé, mais comme un rapport d'incident. La liaison, l'appartement, la complicité, le vol. Chaque mot était une confession, non pas de ma douleur, mais de la guerre que je m'apprêtais à déclarer. Son bureau n'était pas celui d'un homme qui consolait les âmes en peine. Il était minimaliste, presque chirurgical. Des murs gris, des meubles en acier et en verre, et une seule orchidée blanche sur le coin de son bureau. Il n'y avait aucune photo de famille, aucun désordre rassurant. C'était l'espace d'un homme qui ne s'occupait pas des émotions, mais des chiffres. Monsieur Renaud lui-même était taillé dans le même bois. Un costume impeccable, des cheveux argentés coupés courts, et des yeux qui ne reflétaient aucune sympathie, seulement une intelligence vive et analytique. Il ne m'a pas offert de mouchoir, il m'a offert un café. Je l'ai accepté noir. Le goût amer et fort du liquide chaud était un contrepoint parfait à la froideur qui s'était installée en moi. Je me suis assise dans un fauteuil en cuir, la matière froide et lisse contre mon dos, et j'ai commencé à parler. Ma voix était égale, dénuée de tout tremblement. J'ai exposé les faits, un par un, dans un ordre chronologique. Je n'ai pas pleuré en parlant de Chloé. Je n'ai pas laissé ma voix se briser en parlant d'Antoine. J'ai simplement présenté les événements comme une série de transactions qui avaient conduit à ma présence ici.
Avez-vous déjà dû faire confiance à un inconnu pour votre vie entière? C'est un saut dans un abîme très sombre. Quand j'ai eu fini, j'ai sorti la petite clé USB de mon sac. Elle semblait minuscule et insignifiante, posée sur l'immensité de son bureau en acajou. Le contact du métal froid sur le bois poli a fait un bruit sec. Voici les relevés bancaires que j'ai trouvés. Ils détaillent les virements de l'entreprise de mon mari à la société écran de mon fils. Renaud a hoché la tête, a pris la clé sans un mot et l'a insérée dans son ordinateur. Pendant plusieurs minutes, le seul son dans la pièce fut le clic discret de sa souris et le bourdonnement de l'unité centrale. Il a parcouru les fichiers, son visage ne trahissant aucune émotion. Il ne regardait pas une tragédie familiale, il lisait un bilan financier. Finalement, il a retiré la clé et a joint ses mains sur le bureau. Il m'a regardé, et pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'il ne voyait pas une cliente, mais une joueuse. Il évaluait ma détermination. Madame Dubois, ce que vous avez là est un excellent début, a-t-il dit, sa voix aussi précise que le reste de l'homme. C'est un schéma classique de détournement d'actifs, très probablement en préparation d'un divorce, où il comptait vous laisser avec une coquille vide. Les virements sont clairs. Mais ce ne sont que le résultat. Pour gagner, nous avons besoin de l'intention. J'ai froncé les sourcils. L'intention? La planification, a-t-il précisé. Les emails, les messages, les brouillons de contrat, les discussions avec les avocats. Il faut prouver qu'il a orchestré cela délibérément, avec l'aide de votre fils, dans le but de vous spolier. Ces informations ne se trouvent pas sur les serveurs de l'entreprise. Ils sont trop intelligents pour ça. Elles se trouvent sur son ordinateur personnel. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Je savais de quel ordinateur il parlait. Le portable qu'il emportait partout, celui qui était posé sur sa table de chevet chaque nuit. Renaud s'est penché en avant, son regard d'acier fixé sur moi. Le service informatique de son entreprise effectue une sauvegarde cryptée complète de tous les ordinateurs portables de la direction chaque vendredi. C'est la procédure standard. Tout ce qu'il a fait cette semaine y sera enregistré. Il a jeté un œil à son calendrier. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Je dois avoir accès à cet ordinateur portable avant la prochaine sauvegarde. J'ai besoin des fichiers originaux, des données cachées, de tout. Votre mari vous fait confiance. Vous êtes la seule personne qui puisse me l'apporter. Vous avez 3 jours. Je me souviens d'une soirée d'hiver, il y a des années, où Marc s'était battu avec son tout premier ordinateur portable. Il grognait de frustration, menaçant de jeter la machine par la fenêtre. Je m'étais assise à côté de lui. J'avais calmement résolu le problème, et il m'avait embrassée en me traitant de magicienne. C'était un petit moment de complicité, un souvenir anodin de notre vie commune. En rentrant du bureau de Renaud, ce souvenir m'est revenu, mais il était tordu, empoisonné. La connaissance intime que j'avais de lui, de ses habitudes, de ses mots de passe faciles, de sa confiance aveugle en moi, était devenue mon arme la plus redoutable. Pour le détruire, je devais utiliser les miettes de notre amour. La mission de Renaud résonnait dans ma tête. 3 jours. La maison, autrefois mon sanctuaire, était désormais un champ de mines. L'ordinateur portable, posé sur le bureau de son étude, me semblait aussi dangereux qu'une bombe à retardement. Je devais agir, et vite. Mon opportunité se présenterait cette nuit. Je devais juste faire semblant que tout était normal jusque-là. Un exploit de comédie qui me semblait au-delà de mes forces. Le dîner fut une épreuve de chaque instant. Marc était de bonne humeur. Il a parlé d'un contrat qu'il était sur le point de signer. Je l'écoutais, hochant la tête, le regardant dans les yeux, tout en planifiant le plus grand vol de sa vie. Avez-vous déjà dû sourire à quelqu'un, alors que votre cœur battait la chamade à cause de la peur? C'est un mensonge d'une nature particulière, le genre qui vous ronge de l'intérieur. Chaque bouchée que j'avalais avait un goût de cendre. Plus tard, dans notre lit, je me suis allongée à ses côtés, immobile, feignant le sommeil. La terreur sourde était une présence physique dans la pièce. J'écoutais sa respiration, attendant qu'elle passe du souffle léger d'un homme qui se détend au rythme profond et régulier du sommeil. Chaque fois qu'il bougeait, qu'il se tournait dans son sommeil, mon corps se raidissait. J'ai attendu 1 heure, puis une autre. Enfin, vers 2 heures du matin, j'ai su que c'était le moment.
Je me suis glissée hors du lit avec une lenteur infinie. Le sol était froid sous mes pieds nus. La maison était plongée dans une obscurité totale, à l'exception de la faible lueur de la lune à travers les fenêtres. Je suis entrée dans son bureau. L'ordinateur était là, sur son bureau, en charge. Une petite lumière orange pulsait doucement. Je l'ai ouvert. L'écran a pris vie, sa lumière blanche et crue éclairant mon visage dans l'obscurité. Mes doigts tremblaient légèrement en tapant son mot de passe. Je n'ai même pas eu besoin de réfléchir. Léna Antoine, 1985. Nos prénoms et l'année de naissance de notre fils. L'ironie était si cruelle qu'elle m'a presque fait rire. Le bureau de son ordinateur est apparu. J'ai inséré la clé USB que Renaud m'avait donnée. J'ai ouvert l'explorateur de fichiers et j'ai commencé le transfert de l'intégralité de son dossier utilisateur. La petite fenêtre de progression est apparue à l'écran. La barre bleue avançait avec une lenteur exaspérante. Mes yeux étaient rivés sur elle, chaque pourcentage gagné étant une petite victoire. Les noms de fichiers défilaient sous la barre de progression. Des documents de travail, des photos de famille, et puis d'autres. Chloé Vacances, Grèce. Contrat, location 3B. Planification, divorce V1. Chaque titre était une confirmation visuelle de sa trahison, un coup de poignard numérique. Soudain, un bruit à l'étage. Un grincement du plancher de la chambre. J'ai figé, la main sur la souris, prête à tout annuler. Mon cœur battait dans mes oreilles. Est-ce qu'il s'était réveillé? J'ai attendu, ne respirant plus. Le silence. Ce n'était rien. Je me suis retournée vers l'écran. 98%. 99%. Une éternité a semblé s'écouler. Puis, le mot que j'attendais, transfert terminé. Un soulagement immense m'a envahi. J'ai retiré la clé en toute sécurité et l'ai glissée dans la poche de ma robe de chambre. C'était fait. Au moment où j'allais refermer l'ordinateur, un mouvement à l'extérieur a attiré mon attention. Des lumières. Des phares balayant la fenêtre du bureau, projetant des ombres dansantes sur les murs. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas la voiture de Marc. J'ai entendu le crissement des pneus sur le gravier de l'allée. Une portière de voiture a claqué. Puis, le bruit de pas. Des pas lourds, se dirigeant non pas vers la route, mais vers notre porte d'entrée. Quelqu'un était là, en plein milieu de la nuit. Le danger ne frappe pas toujours à la porte en hurlant. Parfois, il se présente sous la forme d'un visiteur nocturne, son arrivée annoncée par le son feutré de pneus sur le gravier. Le secret de l'étape suivante du plan de Marc n'est pas arrivé dans une lettre cachée, mais avec le son insistant et poli d'une sonnette qui a transpercé le silence de 2 heures du matin. Une panique glaciale m'a saisi. J'ai refermé l'ordinateur portable d'un coup sec, le clic me semblant un coup de tonnerre. Je n'avais pas le temps de le remettre dans la chambre. J'ai entendu Marc bouger à l'étage, sa voix ensommeillée et grognonne. « J'arrive !» Je me suis glissée dans l'ombre la plus profonde du bureau, derrière un grand fauteuil, mon corps entier contracté. La clé USB dans la poche de ma robe de chambre semblait brûler ma peau. J'ai entendu les pas de Marc dans l'escalier, puis le son du verrou de la porte d'entrée qu'on tournait. Une fine bande de lumière est apparue sous la porte du bureau. Je retenais mon souffle, chaque son amplifié par l'obscurité et la peur. « Oui ?» La voix de Marc était pleine d'irritation. Puis une autre voix a répondu. Calme, formelle, sans émotion. Une voix que je n'avais jamais entendue. « Monsieur Marc Dubois ? Je suis maître Perrin, huissier de justice. Je vous prie de m'excuser pour l'heure tardive, mais je suis mandaté pour vous remettre ce document en main propre. » Un huissier ? Au milieu de la nuit ? Mon sang s'est retiré de mon visage. Ce n'était pas un ami, ce n'était pas une urgence familiale. C'était officiel, c'était légal. Un document ? Quel document ? A demandé Marc, sa voix ayant perdu toute trace de sommeil pour devenir tendue et basse. Une signification, monsieur. Votre signature est requise pour attester de la réception. J'ai entendu le bruissement du papier, un son sec et menaçant dans le silence du hall. Ils parlaient à voix basse, et je ne pouvais saisir que des bribes de leur conversation, des fragments d'un langage juridique qui sonnait comme une condamnation. Procédure d'urgence. Protection des actifs de la société ? Signature ici, s'il vous plaît. Que faites-vous lorsque vous réalisez que votre adversaire ne se contente pas d'enfreindre les règles de votre mariage,
mais qu'il utilise toute la force de la loi pour vous effacer? J'ai entendu le clic d'un stylo, puis un « Merci, monsieur. Bonne nuit ». La porte s'est refermée. Le bruit du verrou a résonné comme celui d'une porte de prison. Je suis resté caché, n'osant pas bouger. Marc n'est pas remonté tout de suite. Il est resté dans le hall pendant ce qui a semblé une éternité. Puis, je l'ai entendu se diriger vers la cuisine. La lumière s'est allumée. Le bruit d'une bouteille qu'on ouvre, d'un liquide versé dans un verre. Il se servait un verre. C'était mon unique chance. Agissant sur l'adrénaline pure, je me suis glissé hors du bureau, montant les escaliers à pas de loup. J'ai remis l'ordinateur portable exactement à sa place dans la chambre, puis je suis redescendu, en frottant mes yeux pour paraître crédible. Je l'ai trouvé dans la cuisine, le dos tourné, regardant par la fenêtre. Un document officiel était posé sur la table. « Marc ? Tout va bien ?» J'ai entendu la sonnette. Il s'est retourné, me fusillant presque du regard. Il a rapidement glissé une autre feuille de papier sur le document pour le cacher. « Ce n'est rien. Une urgence du travail. Retourne te coucher, Léna. » Sa voix était tranchante comme une lame de rasoir. Froide. Impersonnelle. Je n'ai pas insisté. J'ai hoché la tête et je suis remonté, le cœur battant à tout rompre. Il a fini son verre et m'a suivi quelques minutes plus tard, se glissant dans le lit sans un mot. Il pensait que j'étais retournée dormir, ignorante et crédule comme toujours. J'ai attendu qu'il se rendorme, une attente bien plus courte cette fois-ci, son sommeil sans doute alourdi par l'alcool et le stress. Puis, je suis redescendue dans la cuisine. Le document était toujours là, sur la table, à peine caché. Je l'ai pris, mes mains tremblant cette fois, non pas de peur, mais de rage. C'était une requête auprès du tribunal. Une demande d'injonction d'urgence, déposée par son avocat, pour geler tous nos comptes bancaires joints et placer une hypothèque légale sur notre maison. La raison invoquée ? Mon comportement de plus en plus erratique et un risque de dissipation des actifs matrimoniaux. Le document était daté pour être déposé au tribunal à la première heure, le lendemain matin. Il ne se préparait pas seulement à me quitter après notre anniversaire. Il se préparait à m'anéantir légalement, à me laisser sans abri et sans un sou, en me faisant passer pour folle. Mon mari pensait me détruire au lever du soleil, avec la froide précision d'un document juridique. Il ne savait pas que j'avais prévu d'incendier son monde bien avant l'aube. Debout dans la cuisine silencieuse, l'injonction qu'il avait laissée sur la table était froide et tranchante entre mes doigts. Chaque mot, chaque phrase était une brique dans le mur de la prison financière qu'il construisait pour moi. J'ai pris une photo du document avec mon téléphone, chaque pixel capturant sa trahison calculée. Puis, j'ai allumé la cafetière. Le parfum du café fort et noir a rempli l'air, une odeur de normalité dans une nuit qui avait basculé dans la folie. La chaleur de la tasse entre mes mains était un point d'ancrage, un rappel que j'étais encore vivante, que je pouvais encore sentir et que je pouvais encore me battre. Il avait déclaré la guerre, mais il avait stupidement laissé son plan de bataille sur la table de la cuisine. Le bureau est devenu ma salle de commandement. La faible lueur de l'écran de l'ordinateur illuminait mon visage, non pas de peur, mais d'une détermination de glace. J'ai sorti les 2 clés USB de ma boîte à bijoux. L'une contenait les relevés bancaires d'Antoine, l'autre, la totalité de la vie secrète de Marc. Mon arsenal. J'ai rédigé un premier email. Destinataire, Monsieur Renaud. Objet, urgent, frappe préventive. J'ai joint tous les fichiers. Les scans des relevés de la société écran d'Antoine. L'intégralité du contenu du portable de Marc. Et la photo de l'injonction qu'il s'apprêtait à déposer. Mon message était court et sans appel. Monsieur Renaud, voici ce qu'il comptait en faire ce matin à l'ouverture du tribunal. Voici les munitions que vous m'avez demandées, et bien plus encore. Arrêtez-les. Léna Dubois. Mon doigt a survolé le bouton « Envoyer ». Le contact du plastique froid de la souris était la dernière hésitation avant le point de non-retour. J'ai cliqué. C'était fait. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. À 4 heures du matin, dans le silence de ma cuisine, la mienne était sur le point d'être servie glacée. Renaud s'occuperait du front juridique. Mais il fallait que je les frappe sur le plan professionnel et personnel, là où leur orgueil et leur réputation étaient les plus vulnérables. J'ai fouillé dans les fichiers que j'avais copiés. J'ai rapidement trouvé ce que je cherchais. Une liste de contacts.
les adresses e-mail de chaque membre du conseil d'administration de l'entreprise et de leurs investisseurs les plus importants. J'ai rédigé un deuxième email. Destinataire, toute la liste? Objet. Faute financière et éthique grave du PDG Marc Dubois. Cette fois, je n'ai joint qu'une seule pièce. Un résumé clair des relevés bancaires, montrant les 2 ans de paiement de l'entreprise de Marc à la société d'Antoine. Le message était d'une simplicité dévastatrice. Mesdames, messieurs, pour votre information, j'ai d'autres preuves à votre disposition. Cordialement, Léna Dubois. J'ai cliqué sur Envoyer une seconde fois. L'acte était consommé. J'avais contourné les avocats, les procédures, et j'avais porté l'affaire directement devant le tribunal de leur propre monde, celui des affaires, où la réputation est tout. Le premier rayon de soleil commençait à peine à poindre à l'horizon. J'ai pris ma tasse de café, maintenant froid, et je me suis assise dans le fauteuil du bureau. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Mon téléphone, posé en silence sur le bureau, s'est allumé. Son écran affichait le nom de mon fils. Antoine. Avant que je puisse décider de répondre ou non, avant même que la première sonnerie ne se termine, l'écran a changé. Un deuxième appel entrait en même temps. C'était Marc qui appelait depuis le téléphone de notre chambre, à l'étage. Il savait. L'incendie que j'avais allumé venait d'atteindre leurs chambres respectives. Leur monde commençait à brûler, et il savait que c'était moi qui tenais l'allumette. Les 2 téléphones sonnaient en même temps, une symphonie stridente pour annoncer la chute d'un royaume. Je n'ai répondu à aucun des 2. J'ai simplement attendu. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu un bruit sourd à l'étage, puis des pas lourds et rapides qui dévalaient de l'escalier. Marc a fait irruption dans le bureau, non pas habillé en homme d'affaires puissant, mais en pyjama, les cheveux en désordre, le visage blême de fureur et de panique. Il tenait son téléphone à la main, l'écran brillant dans la pénombre matinale. Il affichait l'email que j'avais envoyé au conseil d'administration. La trahison, si longtemps cachée sous des sourires et des mensonges, était enfin là, exposée sous la lumière crue. « Qu'as-tu fait » a-t-il hurlé, sa voix rauque de sommeil et de choc. Je ne me suis pas levée. Je suis restée assise dans le fauteuil, le regardant calmement. Je n'avais plus besoin de crier. Le silence était mon arme la plus puissante. Derrière lui, Antoine est arrivé, le souffle court, le visage décomposé. Il ne ressemblait pas à un conspirateur, mais à un petit garçon pris en faute. Le voir là, à côté de son père, tous 2 dépouillés de leurs masques, était ma première véritable victoire. Ils ont parlé, ou plutôt, ils ont crié. Des accusations, des menaces. Puis, quand ils ont compris que la fureur était inutile, des supplications. C'était un spectacle pathétique. J'ai écouté leurs paroles se briser contre le mur de mon silence. Quand ils se sont finalement tus, à bout de souffle, j'ai parlé. Ma voix était basse, mais elle remplissait la pièce. Il n'y a plus rien à dire. Vos avocats recevront un appel du mien ce matin. Maintenant, je vous demande de partir. Le choc sur leur visage était total. Eux, être congédiés de leur propre maison. Mais ce n'était plus leur maison. C'était la mienne. La suite a été une affaire de procédure, froide et efficace. Monsieur Renaud a été aussi impitoyable que promis. Face aux preuves irréfutables de fraude et sous la pression d'un conseil d'administration terrifié par le scandale, Marc n'avait aucune issue. Pour éviter des poursuites pénales qui l'auraient envoyé en prison, il a tout accepté. Dans le bureau de l'avocat, je l'ai vu, ainsi qu'Antoine, de l'autre côté d'une longue table en bois poli. Ils n'étaient plus les géants qui dominaient ma vie, mais des hommes diminués, gris et fatigués. Le jugement a été rapide. J'ai conservé la maison, libre de toute hypothèque. J'ai reçu une participation majoritaire dans l'entreprise que j'avais aidé à fonder, me donnant le contrôle de son avenir. Et un dédommagement financier qui a non seulement restauré ce qui m'avait été volé, mais a aussi garanti mon indépendance pour le reste de mes jours. Antoine n'a rien eu, à part la honte publique et la rupture de tout lien avec moi. Quelques semaines plus tard, je conduisais en ville. Sans vraiment savoir pourquoi, mes mains ont dirigé la voiture vers le quartier des affaires. Je me suis garée en face de la tour de verre où tout avait commencé. J'ai regardé l'entrée, les portes tournantes, imaginant le gardien de sécurité derrière son bureau. L'homme qui, il y a une éternité, m'avait dit « Entrée interdite aux personnes non autorisées ». À ce moment-là,
J'ai compris le vrai sens de cette phrase. Ce n'était pas moi qui n'étais pas autorisé. C'était eux. J'avais passé ma vie à leur donner une autorisation d'accès à mon cœur, ma confiance, ma vie. Ce jour-là, devant cette porte, je n'ai ressenti aucune envie d'entrer. Ce bâtiment, autrefois symbole de mon exclusion, n'était plus qu'un tas de verre et d'acier. Le véritable pouvoir n'était pas à l'intérieur. Il était en moi. J'ai démarré la voiture et je suis partie sans un regard en arrière. Je suis rentrée chez moi. J'avais changé les serrures. J'ai passé la soirée à trier de vieilles photos, mais cette fois sans douleur. Je ne jetais pas les souvenirs, je les archivais. Ils faisaient partie de mon histoire, mais ils ne la définissaient plus. La maison était silencieuse, mais ce n'était pas un silence vide. C'était un silence paisible. J'étais seule, mais je n'étais plus solitaire. La leçon que j'ai apprise au milieu de ces ruines est simple. Une maison est faite de murs et de poutres, mais un foyer est bâti sur la confiance. Quand la confiance est détruite, il ne faut pas essayer de réparer les murs. Il faut reconstruire ses propres fondations, plus solides et plus sages qu'avant. Car le seul amour qui ne peut jamais vous être retiré est le respect que vous vous portez à vous-même. Merci de m'avoir écouté. Quelle partie de mon histoire vous a le plus marqué? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires de force et de résilience.